Radio Soupente, la station des Rapins, sans foi, sans loi et sans courbette, l'émission Art Racaille qui va maintenant vous causer dans le poste de cette artiste américaine dont nous avons visité l'exposition ce vendredi dernier au MAM. Ouais, Dana Schutz, une exposition donc qu'on peut voir jusqu'au 11 février 2024. Donc ça s'appelle Le Monde Visible et c'est la première exposition de cette artiste américaine qui a une renommée internationale et qu'on va vraiment découvrir avec des toiles à nous impressionnantes. On n'avait jamais entendu parler de cette artiste. Donc là, on a une quarantaine de peintures. C'est son travail depuis le début des années 2000. Il y aura une vingtaine de dessins et de gravures et des sculptures. Alors, qui est Dana Schutz? Dana Schutz est une conteuse et en fait, donc, elle a tout un univers qu'elle a construit avec plein de personnages divers et variés, plus ou moins inquiétants, de folie, des situations un peu curieuses. Voilà, il va falloir se retrouver un petit peu dans ces toiles. On est vraiment dans la dystopie de ce monde moderne et des interrogations, en fait, aussi sur le monde de l'art et la peinture. Je pense que c'est des sujets qui lui tiennent vraiment à cœur. Donc elle a intégré aussi la sculpture à son travail. Voilà, une sculpture avec des bronzes faits à partir de modelage. Dana Schutz est née en 1976 à Livonia, c'est dans la banlieue de Détroit, dans le Michigan. Et donc elle s'est formée au Cleveland Institute of Art. Et en fait, elle raconte dans une petite vidéo traduite qu'on peut voir dans l'exposition que dès qu'elle a eu 14 ans, en fait, elle a senti qu'elle voulait devenir artiste, que c'est vraiment un espace qui lui conviendrait, une pratique dans laquelle elle pourrait quand même exceller. Et donc, elle a eu la chance d'avoir des parents qui lui ont laissé le sous-sol de la maison où elle a pu là accumuler plein de supports divers pour commencer à bricoler un peu. Donc, elle a fait dès 2002, son œuvre a fait l'objet de nombreuses expositions personnelles et également des expositions collectives. Alors ici, elle n'est à mon avis pas connue parce qu'il n'y a rien qui concerne, qu'on peut retrouver avec plus de détails sur ce qui est vraiment Dana Schutz. J'aurais bien aimé trouver un peu ses contes, mais ben voilà, c'est pas possible. Donc on va parler de ce qu'on a vu de ses œuvres incroyables. Oui, incroyable, surtout parler des formations, les couleurs extraordinaires. Il y a une flamboyance dans les harmonies de couleurs, c'est quelque chose d'assez peu vu, je crois. Même il y a de l'expressionnisme dans son travail, il y a plein d'influences, depuis Soutine en passant par Picasso, en passant curieusement par Garouste, voilà. C'est assez... enfin, ça saoule complètement, quoi, parce que on a du mal à comprendre la plupart des œuvres. Moi, je me suis contenté, et c'est un gros contentement, de me laisser envahir par les couleurs, les formes, les multitudes, etc. J'ai pas trop cherché à savoir ce que c'était. J'ai surtout été complètement fasciné, ouais, par cette espèce de vitalité dans l'expression, dans les formes, et surtout la palette de couleurs qui est quelque chose d'assez fantastique. Ouais, sachant qu'elle a des formats qui sont vraiment des formats gigantesques, quoi. Enfin, ça va crescendo au fil des salles de l'exposition. Ces dernières œuvres doivent, je sais pas, font quoi, 4 mètres, 3 mètres sur 5 ou plus que ça, c'est vraiment... La dernière, la grande, là, elle doit faire 5-6 mètres sur 3 mètres de haut. Ouais. D'ailleurs, les dimensions ne sont pas marquées sur les légendes. Alors effectivement, chaque toile est assortie d'une légende qui raconte précisément ce qu'il y a sur la toile, parce que quand on découvre son travail, alors on est subjugué effectivement par ses couleurs, beaucoup d'aplats, en fait, elle n'a même pas besoin de mettre de la pâte. Voilà. Il n'y a pas besoin, en fait, ces personnages sont suffisamment difficiles pour
à regarder. Enfin, on n'a pas besoin d'en avoir plus pour être mis un peu mal à l'aise. Et effectivement, c'est compliqué de comprendre un peu comment ils sont imbriqués les uns dans les autres. On sent que de toute façon rien ne va, que les corps humains sont déchiquetés, coupés. C'est massacre à la tronçonneuse. Oui, non, c'est vraiment ça. Il y a 2-3 toiles qui m'ont fait penser, moi, à la planète sauvage, avec des yeux très évasés, très clairs. Mais sinon, il y a des personnages qui peuvent se manger un bout de corps, qui ont plus de jambes. Il y a une toile où il y a des morceaux de jambes qui sont pendus dans les arbres. Et ça passe parce que les couleurs sont des couleurs presque d'illustration de livres enfantins, quoi. Voilà, c'est tellement joli. Voilà, c'est pas même pas des couleurs trash ou voilà, non, c'est joli. C'est le contraste entre les couleurs et les situations qui sont pour la plupart assez tragiques, quoi. Si on regarde bien, comme vient d'en dire quelques mots ma camarade, là, c'est du déchiquetage, du cannibalisme, il y a tout ce qui fait horreur normalement dans nos petites têtes, nos petits cœurs, quoi. Ouais, on est vraiment dans un monde imaginaire, en même temps avec une peinture très figurative et des couleurs éclatantes et chatoyantes, quoi. Oui, tout à fait. Non, moi, je vous dis, c'est quelque chose entre l'expressionnisme allemand des années 20-30, voilà, et des œuvres plus récentes de gens comme Garouste, comme Soutine, etc., même Picasso, bien sûr, il ne peut pas y échapper. Ouais. Alors par exemple, là il y a une toile qui s'appelle Reformers, donc c'est une toile, il y a une table avec un corps justement qui est en train d'être plus déchiqueté, il y a quelqu'un qui est sur le dos, et donc voilà ce qu'elle dit de ce travail-là. Il y a des gens qui s'affairent autour de fragments de corps humains. Et en fait, on ne sait pas si ces gens sont en train de créer une vie nouvelle à partir de chair morte ou s'il s'agit de réformateurs, c'est-à-dire une petite communauté qui aurait décidé de faire les choses autrement. Donc, ils ont été eux-mêmes l'objet de transformation. Le personnage du milieu est doté de pieds à la place des mains et quelque chose a mal tourné au cours du processus, mais il continue sans se décourager. Donc on a une scène sanglante, l'établi du menuisier et la table de dissection ne font plus qu'un, il y a un soupçon de fanatisme même qui semble transparaître, et donc le commentaire dit que ça leur fait penser à Sa Majesté des Mouches de William Golding, dans lequel une société d'enfants qui est fondée dans la violence peine à retrouver une vie plus morale, quoi. Donc effectivement, ces commentaires sont assez enrichissants, mais c'est pas forcément ce qu'on va voir spontanément, quoi. Il faut vraiment prendre le temps de regarder. Je pense que c'est une exposition qu'il faut voir peut-être plusieurs fois. Alors on pourrait parler par exemple de cette toile petit format, celle-ci, qui s'appelle Self-Eater Free. Donc en fait, Schutz a réalisé toute une série de peintures comme ça qu'elle a interpellé self-eater, ce qui veut dire se manger soi-même. Donc on a une scène dans laquelle, voilà, on se mange soi-même dans l'idée peut-être de se récréer à partir de sa propre chair qu'on aurait digérée. Bon, voilà, il faut accepter cette éventualité. Et c'est violent, le sujet est très violent, mais les couleurs sont très douces. On a un rose chair, très délicat. Ouais, non, mais les harmonies de couleurs sont absolument superbes. Et alors, elle a 47 ans, mais elle fait 12 ans. Elle a des cheveux extraordinaires. Elle est, si vous voulez, c'est tout le... Elle est complètement à l'opposé de sa création, quoi. Elle a un sourire vraiment agréable. Elle a même un rire presque enfantin. Et c'est vrai. Et en réalité, c'est une diablesse. Oui, c'est ça. Elle a un air très, très angélique. Elle parle de son travail hyper calmement, très doucement. Il n'y a pas un mot plus haut que l'autre. On la voit, donc elle a un atelier forcément immense pour travailler, avec un nombre de tubes dont Robert est envieux au possible. Elle a au moins 200 ou 300 tubes de peinture. Des tubes de 250 millilitres. Effectivement. Avec une forêt de pinceaux, avec... des pastels à l'huile, il y a une quantité invraisemblable. Elle a même des racles de sérigraphie, je ne sais pas à quoi ça lui sert.
Et puis elle a aussi des spalters, oui, spalters, c'est ça. Ces énormes brosses là de peintre en bâtiment. Enfin, c'est dingo, quoi. Ah ouais, son matériel et son atelier sont assez fous et elle évolue là devant ces grandes toiles comme la dernière toile là, qui représente donc la plus grande qui est comme en fait la peinture dans la peinture où il y a tout un espace central comme une toile avec des personnages tout autour. Et là elle parle aussi, elle parle quand même beaucoup d'art parce que là on voit il y a une femme au premier plan qui est en position, qui est un peu à genoux, les fesses en arrière, et elle est en train d'accoucher. Ça, c'est la légende qui le dit, parce qu'au départ, nous, on voit simplement qu'elle peint, on voit pas forcément qu'il y a un bébé qui va arriver. Elle est en train de perdre les os, c'est difficilement visible au premier abord. Et un petit personnage au milieu de tout ça qui regarde en l'air en se disant qu'est-ce qu'on va devenir, qu'est-ce qu'on fait, comment ça va bouger. Il y a aussi une toile qui s'appelle Les Arts, où là, il y a plusieurs personnages, donc imbriqués les uns dans les autres, avec un animal dont on ne voit que la partie inférieure, enfin postérieure plutôt. Oui, et là, ce serait les arts, donc il y a le théâtre, la poésie, puisque le premier tient une tête de squelette et on pense à Hamlet, effectivement. Voilà, il y a aussi une toile qui s'appelle La Roue, où c'est une toile, c'est une roue. C'est aussi une toile assez imposante. Une roue gigantesque qui écrase tout sur son passage, et devant il y a une peintre ou un peintre qui continue de travailler. Donc il y a aussi cette interrogation effectivement toujours du peintre au milieu du chaos, mais par exemple qui n'a pas l'air d'être touché par le chaos ambiant. Il est dans son petit coin, il a créé une petite cellule là où il peut travailler tranquillement. C'est vraiment très curieux. Vraiment, moi je suis incapable de m'attarder sur ce qu'elle a voulu dire, ce qu'elle a voulu lui exprimer, etc. Moi, je lui dis, je suis emporté par la tornade de couleurs, de formes, de distorsions, de déformation de son travail. C'est ça qui me saoule complètement. Mais je pense que c'est bien de le voir de cette manière-là aussi, puis peut-être y revenir un peu plus par la suite si on veut rentrer un peu plus dans les œuvres, mais elle est vraiment dans le monde qu'elle a créé, quoi. Donc on peut, bien sûr, on comprend que ce monde ne va pas de toute façon. Ça, c'est une évidence. Et c'est pour ça qu'elle est très contemporaine, quoi. Elle n'est pas en dehors de ce monde, elle est en plein dedans. Voilà, avec toutes ces, en fait, effectivement, ces difficultés d'être, de parler, de se mouvoir dans cette société. Elle a fait aussi des eaux fortes qui sont impressionnantes. Il y a une vitalité là-dedans et des fusains qu'elle a peint aussi au fusain. Elle a dessiné au fusain aussi. Dans la dernière salle, il y a quelques fusains. Voilà, on retrouve une puissance folle, quoi. Oui, tout à fait. Avec des médiums très classiques. Elle n'a pas été chercher des trucs complètement abscons pour un matériel classique, quoi. Voilà, elle travaille avec des pinceaux, elle travaille avec des tubes, elle travaille à l'huile en plus, parce que ça pourrait être de l'acrylique, c'est beaucoup plus facile de travailler à l'acrylique qu'à l'huile. Hein. Voilà, et non, elle est très... Le personnage, le personnage du peintre, ou de la peintre, est assez toute seule. Elle est son œuvre, quoi. Voilà. Quand on la regarde bouger, parler, rire, mais surtout son rire, c'est ces éclats de rire qui m'ont surtout impressionné, parce que c'est un rire qui vient de très 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 loin, ou de très 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 bas, un rire un peu infernal, quoi. Mais alors que c'est gracieux comme rire, c'est pas du tout un rire sinistre, mais ça met quand même un peu mal à l'aise si on se laisse vraiment attaqué par ce rire, ça peut vraiment vous retourner, quoi. Et toi, il y a une toile que tu aimes particulièrement, elle s'appelle Dear Ones. En fait, c'est celle justement où il y a ce chien qui est... il y a une tendresse infinie dans ce chien, quoi. Oui, le chien, il est traité avec des gris, des blancs salis, etc. Il a une forme assez étonnante, encore une de ses... Elle ne peut pas faire un chien normal. Et il a la tête complètement renversée en arrière, en regardant en l'air. Voilà, non, moi j'ai été vraiment frappé parce que cette tache grise, qui donne l'impression d'être grise, elle n'est pas tout à fait grise, c'est un blanc sale,
et cette grande forme sur la toile, avec plein de couleurs, parce qu'il est chevauché, ce chien, par des personnages quoi, très colorés. Ouais, des personnages un peu curieux. Donc il y a un bébé qu'elle compare à un astronaute, il y a une femme avec une voilette, il y a quelqu'un qui joue du violon, ils sont tous serrés les uns contre les autres, et il y a cette lune qui est absolument magnifique, moitié noire, moitié blanche, qui est comparée à la lune de Méliès, et c'est vrai que c'est tout à fait cette lune-là, quoi. C'est contrairement aux lunes qui ont une forme de lune, vous voyez ce que je veux dire, comme un quart de lune, comment on les appelle, les quartiers lunaires. Là, c'est une espèce de grosse bouboule, un peu comme un gros chewing-gum. C'est rigolo. Enfin, c'est la première fois que je vois une lune traitée de cette manière. Ouais. Donc c'est vrai que cette œuvre est peut-être un peu plus douce que les autres. Oui, celle-là, oui. C'est peut-être pour ça que ça m'a un peu interpellé dans le chaos coloré, dans le chaos de ces mélanges de personnages qui sont dans tous les sens, qui ont des jambes, qui ont des bras coupés, qui ont des... Voilà, bref, c'est un truc. Et aussi ces sculptures, mais alors ces sculptures, c'est le même style, mais en sculpture, c'est-à-dire c'est des modelages qui ont été convertis qui ont été fondus en bronze. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est du bronze, ça ressemble plus à du plomb ou de l'étain ou un truc comme ça, c'est peut-être la patine du... Enfin bon, mais c'est très imposant comme travail, je veux dire en volume, mais c'est pas vraiment ma tasse de thé, quoi. C'est trop précieux, trop tarabiscoté. Voilà, c'est un petit peu comme les sculptures de Garouste aussi. Elle a non seulement les couleurs de Garouste, mais elle a aussi, en sculpture, c'est un peu cette même préciosité. Voilà, moi, ça m'emballe pas vraiment. Ouais, c'est vrai que les sculptures font vraiment penser à celles de Garouste, je suis complètement d'accord. Donc voilà, c'est vraiment, on va pas, je pense qu'on a à peu près tout dit, enfin en tout cas nos impressions. Comme c'est une exposition qui est très peu médiatisée, on était quasi seuls dans cet espace avec ces grandes toiles pour nous, donc ça c'est plutôt jubilatoire. Et moi j'y retournerai bien parce que, oui je vais y retourner de toute façon. Je sais pas si tu m'accompagneras, mais moi je vais y retourner parce que j'ai besoin de revoir tout ça après un peu de temps, quoi. C'est quelque chose. Ça fait très longtemps que j'ai pas été bouleversé à ce point-là par une œuvre, quoi. Très longtemps. Vraiment, tout de suite, ça m'a pris vraiment. Voilà, je suis rentré dans la convulsion et j'en suis pas encore sorti. Ouais, d'ailleurs, et justement, donc à la fin de l'exposition, il y a un petit film de 17 minutes, je pense à peu près, où elle est interviewée dans son atelier. Il est sur YouTube, malheureusement il n'est pas traduit sur internet, donc il faut le voir dans l'exposition pour avoir un peu plus d'explications sur son travail, mais on n'est pas obligé non plus, quoi. On peut se contenter de regarder les œuvres. Ouais. Non, c'est une belle leçon en même temps, c'est une leçon pas belle, magistrale de peinture, quoi. Voilà, comme on n'a pas vu depuis longtemps. Et c'est vraiment... Et il y a vraiment des rappels de couleurs de Garouste. Elle doit connaître l'œuvre de Garouste, c'est à peu près sûr. Oui, alors qu'il n'est pas cité, c'est vrai qu'il y a quelques œuvres qui sont citées, qui font plutôt partie d'œuvres anciennes, comme Bruegel, ou voilà, il y a quelques références... Comme Bruegel, comme Soutine aussi, ouais. Voilà. Mais effectivement, il n'y a aucune référence à Garouste. Mais c'est peut-être un signe que c'est vraiment une référence. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro, perfecto distingue lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado. Y en las multitudes al hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha
dado el sonido y el abecedario con él las palabras que pienso y declaro. Madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. La 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 gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído, que en todo su ancho, rama, noche y días, ríos y canarios, martillos, urbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. La 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 la. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellas anduve ciudades y charcos, vallas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. La 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 la. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado risa y me ha dado el llanto, así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto, y un canto de ustedes que es mi propio canto. La 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 la. Gracias a la vida que me ha dado tanto, que mi corazón que quita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el fuego tan lejos del mundo, cuando miro el fondo de sus ojos claros. La 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 Voilà, c'était Grazia la Vida, interprétée par Mercedes Sosa et John Baez. Alors, les expos, toujours Nicolas Ekman, ça se termine au musée de Gravelines. Il est encore temps de prendre un billet de train pour aller découvrir ces gravures extraordinaires, vraiment. Ce que la Palestine apporte au monde, c'est à l'Institut du monde arabe, c'est jusqu'au 19 novembre. Trésors en noir et blanc au Petit Palais jusqu'au 14 janvier. Là, c'est pareil, il y a des trésors de gravures, c'est absolument magnifique. Modigliani, un peintre et marchand, c'est jusqu'au 15 janvier à l'Orangerie. Désiré Lucas, Voyage vers la lumière et la couleur au musée Eugène Carrière jusqu'au 17 mars. Un petit musée à Gournay
qu'il faut vraiment découvrir. Sylvie Le Graciec, qui est conservatrice de ce musée, fait un travail extraordinaire. Donc Désirée Lucas a côtoyé naturellement Eugène Carrière et elle explique ça très bien. D'ailleurs, on a toujours le projet, l'intention d'y aller à un moment donné. Nicolas de Staël, c'est au MAM, c'est jusqu'au 21 janvier. Et au MAM, c'est aussi donc Dana Schutz, elle, jusqu'au 21 février. Claire Ilouz, qui est une graveuse, elle, c'est à la galerie Sagot, donc c'est dans le 6e arrondissement, jusqu'au 18 novembre. Et à la galerie Kaléidoscope, une nouvelle exposition bientôt de Teresa Lockman qui s'appelle À travers le bois. Donc voilà pour les expositions. Pour le culturel de la semaine, donc moi j'ai regardé un téléfilm sur Arte qui est disponible jusqu'au 22 janvier, qui s'appelle La fille qu'on appelle. La fille qu'on appelle, c'est Call Girl en fait, et donc c'est l'histoire à peine déguisée d'un harcèlement et d'un harcèlement sexuel. En fait, là on est dans une ville du Midi, on n'est pas dans le nord de la France, donc c'est une jeune femme qui a besoin d'un appartement et d'un travail et qui va se retrouver harcelée et violée, n'ayons pas peur de le dire, par le maire de la ville qui après va devenir ministre. Ça nous rappelle quand même étrangement quelqu'un, effectivement, quelqu'un qui d'ailleurs est au gouvernement et qui peut continuer de travailler sans problème. Donc voilà, et c'est très bien joué, c'est un téléfilm, mais c'est tout en finesse et on comprend vraiment à travers cette jeune femme qui raconte son histoire, tout. Comment on peut en arriver là, comment on peut ne pas se défendre plus sur le moment, comment on perd, comment son corps en fait se désintègre pour ne plus être la personne à qui on fait faire ces choses horribles. C'est vraiment un très bon téléfilm. Sinon, nous avons vu donc au cinéma la semaine dernière le dernier Ken Loach, The All Oak. Oui. Un magnifique, magistral, extraordinaire. Voilà, c'est le... Il n'y a pas un cinéaste, à part les cinéastes italiens de l'après-guerre, qui est capable de peindre une fresque comme ça, une fresque de société, enfin, avec des réfugiés, des migrants, évidemment, mais en Angleterre, dans l'Angleterre minière, industrielle, enfin, qui n'est plus minière et qui est encore moins industrielle, enfin bon. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de chômeurs. Et voilà, ce sont des migrants qui arrivent dans une petite ville, donc je répète, une petite ville ouvrière de Grande-Bretagne, et c'est l'histoire de l'intégration de ces migrants à la population locale, et c'est pas joué du tout. Voilà. On pleure beaucoup, enfin nous on a beaucoup pleuré. Parce qu'il y a des personnages, toujours dans Ken Loach, il y a des personnages très touchants, dont un gros bonhomme, un mineur, un ancien mineur, une famille de mineurs, qui tient un pub, et où il y a évidemment beaucoup moins de monde qu'avant, puisqu'il y a moins d'argent, etc. qu'avant, puisqu'il y a beaucoup moins de travail. Enfin bon, je campe un petit peu le décor. Et c'est dans ce pub que va se jouer, si vous voulez, toute une tragédie en quelque sorte, une tragédie sociale, mais dont l'issue sera quand même une belle issue. Ouais, bah c'est pour ça que moi j'y suis allée, c'est que je savais qu'il y avait beaucoup d'humanité et qu'il y avait de l'espoir dans ce film, même si on retrouve effectivement, comme tu dis, tous les ingrédients qui font qu'on reconnaît un film de Ken Loach quasiment tout de suite. Mais voilà, le vivre ensemble peut être possible, on mange ensemble, on vit ensemble, malgré effectivement des gens qui vont être populistes. Mais en fait, c'est aussi comment la misère amène ces réflexions et ces peurs de l'étranger. Hein. Donc voilà, nous on a vraiment beaucoup aimé ce film. Oui, au litre de flotte qu'on a déversé dans le cinéma. Nous, c'est le baromètre. Voilà. Et je voudrais ajouter qu'il y a une petite chienne noire, Mara, dans ce film, qui est adorable, et c'est une des tragédies du film. Voilà, mais effectivement, c'est vraiment à voir, quoi. Moi, je suis allée voir La fiancée du poète, le dernier film de Yolande Moreau, dans lequel elle joue,
Et c'est pareil, ça m'a beaucoup émue. Yolande Moreau m'émeut énormément. Il y a quelque chose à travers elle. Hein. C'est même pas l'histoire du film qui m'a tant émue avec cette histoire d'amour et son poète disparu qui va revenir. C'est plus elle, ce qu'elle porte en elle, ce qu'elle transmet. Et là, c'est un film en fait où elle a des problèmes d'argent. Elle revient dans l'Est, dans les Ardennes, au bord de la Meuse, dans une ancienne maison familiale, et en fait elle a plus d'argent, mais il y a un côté un peu très libertaire dans ce film, où il y a beaucoup de mensonges, de tromperies, de faussaires, et ça c'est assez jouissif. Comment vivre, en fait, comment arriver à se débrouiller dans la vie et en patouillant un peu, et c'est hyper touchant, quoi. Et puis ça se termine bien. Là aussi, on est dans une communauté de gens qui vont se retrouver à être en colocation dans cette maison qui au départ n'avait aucun point commun, mais il faut payer l'entretien de la maison. Et il y a vraiment des beaux passages, quoi. Enfin, moi, j'ai complètement adhéré. Je sais que ma copine Clo-Clo l'a vue, elle est moins rentrée dans l'histoire. Moi, je sais pas, Yolande Moreau, elle me bouleverse. Ouais. Et j'ai lu, d'après une histoire vraie, un livre de Delphine Le Vigan. J'avais encore jamais lu d'écrit de Delphine Le Vigan. Et là, j'ai été, c'est pareil, complètement embarquée dans ce livre qui a une allure de thriller psychologique. En fait, c'est la rencontre de Delphine Le Vigan, de l'écrivaine, avec une femme qui va complètement avoir une emprise sur elle. Et ce qui est hyper jouissif dans ce livre, c'est qu'il y a un jeu autour de... Elle joue avec le lecteur, c'est-à-dire qu'on ne sait pas à la fin du livre ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Donc Delphine Le Vigan parle de son compagnon François. On sait qu'elle vit avec François Buñuel, hein, donc il y a plein de choses qui sont vraies. Elle parle de ses enfants. On voit qu'il y a du vrai, il y a de la fiction, on ne sait pas à quel moment, on ne sait pas si cette femme qui a eu cette emprise a réellement existé. Je trouve que pour des étudiants en littérature, c'est vraiment un super exercice de savoir que fait-on avec le réel, en fait. Et ça, c'est fabuleux, quoi. Ben voilà, et puis c'est tout, je crois que c'est déjà pas mal. Ah ouais, c'est pas mal quand même. Et le salut aux Amaches. Claude et André de la Nation, Claude et William, nos potes de Brest, avec qui on entretient, surtout ma camarade Piquécou entretient une correspondance sérieuse. Ah bah ils ont quand même essuyé la tempête à Brest, et moi j'étais contente d'avoir de leurs nouvelles, et j'adore Claude et William, j'adore leur façon de nous écrire, leur regard sur la société, c'est vraiment... Il faut quand même signaler qu'ils ont perdu un volet. Voilà, ils ont perdu un volet, apparemment ils n'étaient pas les seuls, d'après ce qu'ils disaient. Non, parce que ça a soufflé à Brest, dans la rade. Jean-Paul Souvraz, un peintre immense de coups de Kerbranche dans la banlieue de Dunkerque. Salut Jean-Paul. Claudine, une pote à ma camarade Pécato, qui partage avec ma camarade Pécato beaucoup de points communs avec ma camarade Pécato. Ouais, c'est ma petite Clo-Clo. Ma petite Clo-Clo, voilà. C'est vrai qu'elle n'est pas très grande. Corinne, Joël et Anne-Emmanuel, des artistes sympathiques qu'on aime beaucoup, enfin qui ont fait une expo il n'y a pas longtemps, ça a bien marché. On est bien contents pour eux. Le lieu, c'est un lieu vers Fider-Chagny, c'était vraiment magnifique, quoi. Ouais. Juliette Planck, une graveuse en relégation à Rochefort-sur-Mer, qu'on adore aussi, son travail, le personnage, voilà, on lui fait des gros bisous. Marie-Christine Béguet, aussi une graveuse qui est en relégation dans la Cévennes à Saint-Hippolyte-du-Fort. Saint-Hippolyte-du-Fort. Marie-Christine, on aimerait bien avoir de tes nouvelles. Clément, qui grave sur tout ce qui bouge, le Van Gogh de la taille d'épargne. Et c'est pas peu dire. Agnès Dubart, une graveuse lilloise qui a été en relégation en Ariège et puis qui est maintenant en Bretagne Sud. Voilà. Thierry Morciot, c'est en Ariège? Oui, je pense que c'était. Thierry Morciot, un graveur bruxellois, fantastique, on adore son travail. Alice Amoroso, même punition, même motif, on adore son travail. Raoul Villoula, même motif, on adore son travail. Ah là, en fait, Colette et Jacqueline, deux femmes d'artistes, hélas aujourd'hui décédées, Odon et Raymond Imbert. Liliane et Laurence, deux écrivaines dont le nom de scène est
Claude Isner. Claude Isner, voilà. Alors, une des deux, c'est-à-dire Liliane, a quitté ce monde de misère, laissant Laurence toute seule devant une page blanche. Geneviève, notre sorcière bien-aimée, qui va très très bien. Marie-Christine et Christophe, des militantes chez Militantes, qui méritent. Cécile, tu la sens, ma cinquième puissance, oui Cécile, on la sent et on t'aime. La Rousse flamboyante, qui anime 2 émissions sur une radio Oni le mercredi après-midi, consacrées aux enfants et leurs parents. Anne-Isabelle Roubaille, une artiste peinte de Bois-Marlotte, qui expose dans la galerie de Florence Quenu l'empreinte à Bois-Marlotte. Dominique Paula-Dardouin, une galériste, hélas aujourd'hui disparue, mais qui reste dans nos cœurs. Marie Degnaud, une galériste qui tient justement un local qui s'appelle Kaléidoscope. Antoine Manoury des Champignons, des musicos qui déménagent, et Anna Sinoraska, une peintre qu'on adore. L'émission est à l'écoute sur notre blog Art Accueil, et tout de suite on se finit avec Mélismel, Faut vivre. Salut à tous. Et moi, j'ai ça tout de suite. Malgré l'écran suet une néant, c'est pour mieux nous manger enfants, et les silences, et les boucans, faut vivre. Et bien qu'aveugle sur fond de nuit, entre les gouffres infinis, des milliards d'étoiles qui rient, faut vivre. Malgré qu'on soit pas toujours beau, et que l'on ait plus ses 16 ans, et sur l'espoir, un chèque en blanc, faut vivre. Malgré le cœur qui perd le nord, au vent d'amour qui souffle encore, et qui parfois encore nous grise, faut vivre. Malgré qu'on n'ait pas de génie, n'est pas Rimbaud qui veut parler, et qu'on se cherche un alibi. Malgré tous nos morts sans coquette qui errent dans les rues de nos têtes, faut vivre. Malgré qu'on soit brave et salaud, qu'on ait des complexes à gogo et qu'on les aime, c'est ça le pire, faut vivre. Malgré l'idéal du jeune temps qui s'est usé au nerf du temps et par d'autres pris en chantant, faut vivre. Malgré qu'en se tournant vers le passé, on est effrayé de s'avouer qu'on a tout de même un peu changé, faut vivre. Malgré que l'on soit de passage, qu'on vive en fou, qu'on vive en sage, tout finira dans un naufrage, faut vivre. Malgré qu'au ciel de nos poitrines, en nos sentinelles endormies, dans un bruit d'usine gémit, le cœur aveugle qui funambule sur le fil du présent qui fuit, faut vivre. Malgré qu'en nous un enfant mort s'il peut parfois remue encore comme un vieux rêve qui agonise, faut vivre. Malgré qu'on soit dans l'engrenage des notaires et des héritages où le cœur s'écore et s'enlise, faut vivre. Malgré qu'on fasse de l'humour noir sur l'amour qui nous en fera boire jusqu'à ce qu'ils nous disent au revoir, faut vivre. Malgré qu'à tous les horizons, comme un point d'interrogation, la mort nous regarde d'un œil ivre, faut vivre. Malgré tous nos serments d'amour, tous nos mensonges jour après jour, et bien que l'on n'ait qu'une vie, une seule pour l'éternité, malgré qu'on la sache rater, faut vivre. Faut vivre.
faut vivre.